Encore une autre édition du management dans l'environnement économique camerounais. Les chefs d'entreprise, les cadres et autres acteurs du monde des affaires se sont retrouvés cette semaine à Douala pour revisiter le travail en équipe, la gestion de la diversité et des conflits en entreprise. Dans cette édition de la rétrospective, nous allons revenir sur la 12e édition des Journées nationales de management. Nous allons également parler du programme national du développement participatif qui intensifie ses activités sur le terrain. Le coordonnateur national est dans ce studio. Elle va nous apporter un éclairage sur un projet qui n'est pas souvent sous les feux de la rampe. Et puis nous parlerons également de l'innovation technologique au Cameroun au lendemain de la Semaine nationale de l'innovation qui s'est tenue la semaine dernière à Yaoundé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine sur la rétrospective. Bienvenue sur Canal 2 International. Nous sommes le dimanche 30 juin 2019. Notre invitée ce dimanche, c'est une dame, Madame Marie-Madeleine Nga. Elle est le coordonnateur national du programme national de développement participatif. Madame Nga, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame Keng. Nous avions suivi durant les journées nationales de management qui se sont tenues au JICAM. Nous avons été impressionnés par votre passage et c'est pour cela que nous avons invité dans ce studio parce que vous avez séjourné toute la semaine à Douala et vous avez donc présidé cet événement de grande envergure qui en est à sa 12e édition. Les Journées nationales de management du Cameroun. Quand on est choisi pour présider un événement de cet acabit, de cette envergure, on peut se dire qu'on est un modèle à suivre, on peut s'en féliciter. Alors, permettez-moi d'abord de dire bonjour et également de remercier le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, qui est le ministre qui assure la tutelle du Programme national de développement participatif, pour toute la facilitation et l'accompagnement dont nous bénéficions de sa part pour mettre en œuvre donc, le PNDP. Alors ceci dit, effectivement, nous avons été honorés et invités donc à présider la 12e édition des Journées nationales de management. Certainement, il y a un certain nombre de critères qui permettent au comité d'organisation de choisir qui c'est qui va présider effectivement à la prochaine édition. Et je peux vous dire, il y a eu un passage de témoin. C'est effectivement le directeur général du FECOM. Nous sommes encore là dans la commune, qui a présidé la 11e édition. Et il y a eu passage de témoin entre donc, le directeur général du FECOM et la nouvelle présidente pour 2019, la coordonnatrice du PNDP. Donc, les critères, c'est le comité d'organisation qui les choisit. Je ne l'ai sûrement pas évoqué, dites avec beaucoup d'humilité. Vous n'oserez pas aborder le sujet de votre présidence de la 12e édition. Vous le faites avec beaucoup d'humilité. Mais il vous a quand même été donné l'occasion de partager votre expérience de management dans cette édition. Absolument. Après 14 ans d'exercice, on a quelques principes à partager. On a quelques atouts à présenter. Donc, de ce fait-là, nous avons partagé notre expérience, c'est-à-dire déjà faire connaître le PNDP, ce que nous faisons, et aussi partager le témoignage du travail en équipe, parce que c'est ça le thème de cette 12e session, le travail en équipe et la gestion de la diversité et des conflits. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous avons une petite expérience, le travail en équipe. Vous savez, le programme national de développement participatif se met en œuvre sur 11 sites, c'est-à-dire du personnel au niveau de la coordination nationale. On va revenir sur le programme, mais au préalable, je voudrais rester dans votre gestion, dans votre management. Si oui. Vous êtes quand même à la tête du PNDP depuis 15 ans, la 15e année. 14 ans, oui. Ça veut dire depuis sa création, je voudrais dire en 2004. Depuis la préparation du programme. Alors, c'est dire que votre management ne souffre d'aucune contestation. Alors, vous savez, la perfection, on est en quête de la perfection, jour après jour. Mais ceci dit, effectivement, nous avons, il faut le dire, derrière le programme, derrière les résultats du programme, nous avons une équipe. Premièrement, le PNDP lui-même représente une vision qui est celle de responsabiliser les communes
d'asseoir le développement local, la responsabilité des communes et des communautés à la base par rapport à leur propre devenir, par rapport à leur propre développement. C'est cette vision-là que nous menons depuis 2004 à travers 2 phases, dont la 3e est en cours. Et derrière cette vision, et forcément, il y a un leader et il y a une équipe. Et ce que nous avons fait, c'est de mettre aussi en place un ensemble de valeurs qui nous permettent d'avancer sereinement, mais également de manière efficace. Alors, si on vous demandait de donner un conseil à un manager, quel est le secret d'un bon manager? Un manager doit se positionner en leader. Parce que le leader, lui, il a une vision. Le manager n'a que des objectifs à atteindre, des résultats à atteindre, un cahier de charges. Mais le leader, c'est vraiment celui-là qui accompagne une équipe dans la réalisation de ses objectifs. Et toute la différence est là. Alors, je propose de revoir les images de la cérémonie d'ouverture des Journées nationales du management qui se sont tenues ici à Douala. C'était au JICAM. On regarde ce reportage de Mireille Flore Manen de Fofotso. En entreprise, le travail en équipe peut générer des conflits de par la diversité du personnel et finir par être un frein à l'épanouissement de l'employé qui ne pourrait pas donner le meilleur de lui-même. Propos du promoteur des Journées nationales du management ce 26 juin à Douala. Qui dit travail en équipe dit capacité à gérer la diversité. Dès lors que vous êtes ensemble, naturellement, les intérêts vont s'affronter, les divergences vont se faire et des conflits peuvent naître. Et quand ces conflits ne sont pas gérés, elles débouchent souvent en des crises qui vont jusqu'à mettre en péril non seulement la performance de l'entreprise, mais souvent la survie. La cérémonie officielle a permis au président sortant de passer le témoin à l'entrant. Je me sens profondément honorée au milieu des professeurs d'université et tous ces chefs d'entreprise. Présider ces Journées nationales du management, c'est un privilège, c'est un honneur et bon, c'est un plaisir. Effectivement, j'ai été président des Journées nationales de management pour l'année 2018. Donc au cours de cette année, nous avons fait une promotion de l'innovation qui aujourd'hui est ce sans quoi une entreprise publique et même une organisation ne peuvent résister à l'environnement. Donc le travail que j'ai fait avec Panes Conseil tout au long de mon mandat, c'était de continuer à diffuser tout ce qui a trait donc, à l'innovation dans le cadre des entreprises publiques et à préparer également la 12e édition des Journées nationales de management qui aujourd'hui sont une véritable réussite. Les différents intervenants ont édifié les managers présents sur plusieurs thèmes, entre autres la gestion de la diversité et des conflits en entreprise. Le professeur Jean-Marie Peretti a abordé la question des diversités et de l'inclusion dans le management. Pour cette 12e édition, les travaux vont durer 3 jours au JICAM à Douala. En tant que présidente de ces journées, quel est l'enseignement que vous tirez de votre participation? Les diversités sont une source de richesse. Et nous sommes dans un monde complètement et totalement, j'allais dire définitivement, pluriel. Ça commence par le genre. Nous ne sommes pas tous des femmes, nous ne sommes pas tous des hommes. Il faut pouvoir gérer l'approche genre. Et nous ne sommes pas tous issus des mêmes origines ou des mêmes régions au Cameroun. La diversité est inhérente à toute organisation. Nous n'avons pas les mêmes profils, nous n'avons pas les mêmes compétences. Donc, il est question de vivre avec la diversité pour la capitaliser. Vous êtes le coordonnateur national du programme national de développement participatif depuis 2004. Ce dimanche, donc, nous vous avons invité aussi parce que nous avons voulu comprendre la raison d'être de ce programme. Nous avons voulu comprendre également les objectifs, les ambitions, la participation du PNDP au développement local des communautés. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, le PNDP, c'est un sigle suffisamment connu dans son appellation, mais le grand public n'en sait pas trop. Il entend parler de ce programme et sans maîtriser son contenu, ses missions, les missions qui sont dévolues aux populations. Merci pour cette opportunité. Alors, je dirais que le programme national de développement participatif est un outil
que le gouvernement du Cameroun a mis en place dès l'année 2004. Nous sommes là dans un contexte de crise économique, fin d'année 90. Nous sommes dans le programme d'ajustement structurel. Nous sommes face à l'échec des démarches, des approches top-down. Et nous sommes dans la réduction du train de vie de l'État, nous sommes dans le désengagement de l'État d'un certain nombre d'activités, nous sommes dans la baisse des salaires, nous sommes à la suite à la veille de, je veux dire au lendemain de la dévaluation. Et c'est comme ça que cet instrument est mis en place pour assurer effectivement la mise en œuvre déjà du document de réduction de la pauvreté dans l'axe développement local du secteur rural. Alors, vous êtes là en train de nous dire le bien fondé, ce qui a fondé la création de ce programme. J'explique là le contexte dans lequel nous sommes et ce programme qui est déjà une réponse pragmatique au désengagement de l'État et qui est également une réponse opérationnelle au démembrement de l'État. Vous savez que la Constitution de 1996 établit déjà la décentralisation. Donc, il est question de voir comment donner les moyens de leur propre développement à ces communautés et à ces communes sur le terrain. Et à ce moment-là, nous avons commencé cette opération avec l'élaboration du plan communal de développement. Le plan communal de développement qui est effectivement donc le socle de notre intervention et qui permet effectivement de manière participative, consensuelle, de mettre en situation toutes les parties prenantes de la commune. Les communautés, c'est-à-dire les villages, les élites, les chefferies traditionnelles, les élites. Alors toutes ces parties prenantes-là et la commune elle-même se met en œuvre pour élaborer le plan communal de développement et qui devient donc un document absolument stratégique pour la commune. Document de planification, document de fédération, document de partenariats divers, autres que le PNDP, à travers le document de plan communal de développement. Et alors, lorsque le PNDP est donc mis sur pied, finalement, quelles sont les missions qui lui ont été allouées? Il est question de donner aux communes et aux communautés les moyens de prendre en charge, de prendre en main leur propre développement. Il faut les responsabiliser. Parce qu'on est vraiment on est déjà dans la donne de la décentralisation, on est dans la donne du désengagement de l'État et on est dans la réalité de la participation. Vous aidez les communautés à réaliser leurs projets avec leur implication? On accompagne les communes et les communautés effectivement à se prendre en charge. C'est-à-dire une facilitation, un accompagnement, à se responsabiliser. L'aide, l'appui, l'accompagnement, qu'est-ce que vous mettez dans cela? Qu'est-ce que je mets dans cela? C'est de la pédagogie. Parce que vous semblez ne pas vouloir le mot aide. Aide, appui, accompagnement, toutes ces choses peuvent se rassembler. Toutes ces choses peuvent se rassembler. Il est question effectivement donc que les communes et les communautés prennent conscience de leur propre engagement dans la réalisation, la réalité du développement local. Alors je voudrais qu'on revienne ici peut-être tout de suite sur quelques opérations de votre projet qui ont naturellement été d'un grand apport pour les populations. Je voudrais qu'on commence par le projet, l'opération, vous préférez dire, opération IMO. IMO qui voudrait dire HIMO, haute intensité de main-d'œuvre. Si on commençait par cette opération, je vous propose déjà de revoir d'abord ce reportage qui présente ici un de vos chantiers, le chantier dans le cadre justement de ce programme IMO. La promotion des activités génératrices de revenus et l'entrepreneuriat local sont au cœur de la stratégie d'accompagnement des jeunes, mise en place par le Programme national de développement participatif. À titre d'exemple, cet atelier de couture, l'unique de la localité de Ndoukoula, dans le Diamaré, est la propriété d'anciennes bénéficiaires de l'opération IMO, dans la région de l'extrême nord. Là-bas au chantier, on avait des travaux qu'on menait. Il n'y avait pas de distinction, ni garçons, ni femmes, ni hommes. On travaillait les mêmes travaux.
Les garçons portaient les sables dans les brouettes, nous les femmes aussi on portait. Donc on avait les mêmes rendements. Un heureux aboutissement au terme de nombreux efforts. La fête du comité de développement de notre canton s'approche. On a des tenues de village, plein à coudre maintenant. Nous sommes très fiers. L'activité a changé le quotidien de ces hommes et femmes. J'ai acheté un besoin à 205 000. Ça me aide beaucoup. J'aide mon mari maintenant à payer la scolarité de mes enfants. Avant, c'était lui qui se débrouillait seul. Et les petits besoins de la cuisine, je ne demande plus mon mari. Dans la localité de Gawel, ces dynamiques femmes se distinguent. La production des oignons est leur spécialité. Ce projet est venu pour résoudre autant de problèmes sociaux, c'est-à-dire l'intégration d'abord de la femme. Aujourd'hui, la femme est intégrée dans la société. Pari tenu donc pour le PNDP qui a réussi à insérer jusqu'ici près de 1900 jeunes. L'Union européenne et l'Agence française de développement accompagnent ce programme. J'ai été particulièrement impressionnée par la joie, le bonheur qui se lit sur le visage de cette jeune dame qui est actuellement dans un atelier de couture et qui, vraiment, c'est l'œuvre du PNDP. Écoutez, à côté du schéma classique du PNDP, parce qu'il y a un mode opératoire classique, nous avons initié cette opération IMO depuis la deuxième phase et actuellement nous sommes dans une deuxième séquence IMO 2 avec donc les fonds de l'Union européenne. La première séquence ayant été développée depuis la fin d'année 2015 avec les fonds du C2D. Alors peut-être qu'il faudrait revenir même déjà sur IMO. En quoi consiste ce programme IMO? IMO cette opération veut dire, en tant que SLIC, ça veut dire haute intensité de main d'œuvre. Haute c'est le H, intensité c'est le I. Le M, c'est main et O, c'est le œuvre. Donc, haute intensité de main-d'œuvre. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de faire des chantiers, de faire des infrastructures qui ne vont pas utiliser des engins. Et alors, on va remplacer ce travail-là par le travail humain. Et à ce moment-là, on peut recruter effectivement des jeunes qu'on va effectivement dévier d'autres activités qui ne sont pas effectivement donc envisageables pour eux. Et à côté de cela, à côté du travail, il y a la rémunération, et il y a l'épargne, et il y a également le profilage de ces jeunes, c'est-à-dire la formation de ces jeunes sur des métiers qu'ils ont choisis de manière individuelle ou de manière groupée, et la réinsertion économique, socio-économique, avec l'épargne de ces groupes ou de ces personnes. Alors, comment se fait le choix de ces jeunes? Et vous avez déjà pu en réinsérer combien? Alors, nous, aujourd'hui, à travers les deux opérations IMO, 1 et 2, nous avons au total 6 000 emplois créés et 4 000 jeunes qui se sont établis dans des métiers. Des petits métiers, coiffeurs, tailleurs et autres, élevage et agriculture même parfois. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'à côté du schéma classique du recrutement de l'entreprise adjudicatrice, il y a une ONG qui a été recrutée également pour assurer effectivement donc le profilage. Peut-être d'abord avant le recrutement. Il y a un médecin légiste qui est là aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de cas de maladie. Et également, il y a une exigence qui est de 30% des femmes dans le recrutement. Alors, ces jeunes que vous recrutez, vous les recrutez comment? Vous les prenez où? C'est dans quel secteur d'activité? Comment se fait le choix? Le choix se fait sur un certain nombre de critères. Sur un certain, le critère âge, le critère ne pas être déjà sur un autre chantier, dans un autre projet, le critère d'être un jeune de la localité. Et à ce moment-là, l'ONG travaille avec les autorités locales de ces endroits-là, de ces communes-là, parce qu'il s'agit de communes, parce que dans chaque commune, il y a un projet et d'ailleurs, il faut le dire aussi, IMO, nous l'avons mis en œuvre dans la région de l'extrême nord. Ouais. Ça, c'est important. Je voulais justement dire que ça, c'est important. Les régions concernées, tout à fait. La région concernée, c'est l'extrême nord, parce qu'il faut vous dire également que dès l'année 2014, le MINEPAT, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, a élaboré un programme d'aménagement du territoire.
Et ce programme présenté aux bailleurs de fonds a permis également donc d'avoir une réponse de la part de la coopération française pour le financement donc de la première séquence IMO. Alors, mais pourquoi seulement l'extrême nord? L'extrême nord, parce que les questions de résilience. L'extrême nord, il est question, vous savez, Boko Haram, c'est pas sur le terrain de Bangou que ça se passe. Ça se passe sur le terrain des communes de Kolofata et autres Kousseri. C'est de cela qu'il s'agit. Et il s'agit de préserver ces jeunes. Si je comprends bien, il s'agit d'occuper des jeunes. Il s'agit d'occuper ces jeunes. Et il s'agit de leur donner une possibilité de se faire une vie. Hein, sur le territoire national, dans leur contrée, de pouvoir se faire une vie et de se prendre en charge. Alors vous avez donné des chiffres là, c'est énorme. Est-ce que vous avez le retour de comment est-ce qu'ils se sentent, de ceux que vous avez réintégrés, ceux qui ont participé à ce travail-là? Absolument, comme vous avez vu dans le reportage tout à l'heure. Nous avons un documentaire, nous avons même pendant l'émission de supervision, vous savez, une jeune dame qui vous dit « je me suis acheté un matelas, j'ai commencé l'élevage de ruminants, de petits ruminants », un jeune homme qui vous dit « j'ai retrouvé ma dignité ». Il y en a qui vous disent ça, j'ai retrouvé ma dignité parce que je peux me prendre en charge désormais. J'ai un salaire, je me suis installée dans un métier. C'est tout simplement, il n'y a pas de mots pour décrire cela, quoi. Vous avez accompagné ces jeunes, vous avez accompagné les jeunes qui sont dans ces régions de l'extrême nord pour les occuper, pour les empêcher d'être oisifs au point de pouvoir être peut-être recrutés par Boko Haram. Par exemple. Qu'en sera-t-il des régions du nord-ouest et du sud-ouest? Parce que là-bas aussi, ils commencent à être oisifs. Être oisif, je ne sais pas si c'est le cas. Le cas du nord-ouest et du sud-ouest peut être un tout petit peu différent. Aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est véritablement déplacés internes. Les déplacés internes qui se retrouvent sur les territoires de la région de l'Ouest, de la région du littoral, du centre et même un peu plus loin. Donc, c'est cette réalité-là qui est là aujourd'hui. C'est cette réalité qui est là aujourd'hui. Donc, je pense que le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver des solutions de réponse à la question particulière du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, j'aimerais qu'on parle actuellement d'une de vos réalisations que l'on retrouve dans les communes, dans les différentes municipalités. Il s'agit de ces cadres financiers qui doivent naturellement être l'une de vos plus grandes satisfactions. Après le plan communal de développement, les profils que nous avons identifiés, parce que lorsque nous commençons dans la commune, il n'y a pas de personnel véritablement pertinent. Il y a du vrac, des chauffeurs sans voiture, et effectivement, nous avons identifié deux profils, un financier et un technique. Le financier est chargé effectivement d'identifier l'assiette fiscale, d'établir le fichier fiscal et de recouvrer. Et il y a un travail formidable qui a été fait. Et donc le technique, lui, il est là pour monter des projets, monter les dossiers d'appel d'offres, suivre l'exécution des chantiers. Et ces deux profils ont fait un travail formidable dans les communes. Et nous avons aujourd'hui plus de 700 agents communaux qui sont dans les communes. Je dirais même 720 tout simplement, parce que ça ferait 360 fois 2. Mais véritablement, à la faveur donc des départs pour telle raison, pour une promotion, il y a effectivement donc une reprise, il faut recruter à nouveau, mais c'est une réalité de ces agents qui sont dans la commune, qui sont même une mémoire dans la commune, qui sont des collaborateurs techniciens de Monsieur le maire, et cette réalité-là, elle est là. Alors, je voudrais actuellement qu'on parle d'autres réalisations qui rentrent dans votre portefeuille. Il s'agit de la construction de certaines œuvres que moi j'appellerais peut-être des œuvres humanitaires, mais peut-être pas. Mais on va voir ici la construction d'une salle de classe et de latrines. Voyons-y avec ce reportage. Aux populations du Mayo-Louti, l'envie de vivre chez elles, c'est ainsi que s'écrit l'action du programme national de développement participatif dans les communes de Guidère et de Mayo-Oulo. Les fonds issus du 11e décaissement du Fonds européen de développement
dont la caution est garantie par l'Agence française de développement, entend améliorer le tableau de l'éducation dans cette partie du pays. Auparavant là, c'est une tas de problèmes seulement. Et maintenant là, ça ce n'est plus à dire, hein. Il y a une grande modification. Pour booster l'activité économique locale, le PNDP a tracé la route du développement à travers les voies de communication terrestre et la vaccination du bétail, l'élevage étant ici la principale source de revenus. Nous avons sollicité l'aide du PNDP qui a répondu favorablement à notre demande. Si on a passé par que vacciner, nos animaux ne seront pas bien entretenus parce qu'il faut un endroit bien aménagé pour contrôler les animaux. Pourrait-on penser à une belle vie dans un environnement dévasté? Que non. Raison pour laquelle le projet RED+, qui fonctionne concomitamment avec la troisième phase du programme national de développement participatif, a opté pour le reboisement de certains espaces déserts du département du Mayo-Louti où l'espoir est permis. Alors, dans le reportage, la dame a dit qu'ils ont sollicité le PNDP. Ça m'amène à poser une question. C'est vous qui choisissez quel projet réaliser, où le faire, quand et comment, ou alors c'est des besoins qui sont exprimés par les populations et qui en font la demande? Le gouvernement du Cameroun a mis en place un outil pour accompagner les communes du Cameroun. Et de phase en phase, la première phase, c'est 155 communes sur 6 régions. Et la deuxième phase, à partir de 2010, c'est 10 régions. 10 régions, ça va faire 329 communes. Et la troisième phase, depuis 2016, boucle les 360 communes, c'est-à-dire les 31 communes d'arrondissement qui n'avaient pas encore été touchées, sont absolument dans le pipe d'intervention du PNDP. Alors, nous avons, suivant le mode opératoire, nous avons un droit de tirage qui est donné à chacune des communes. En moyenne, 150 à 200 millions de francs CFA pour chaque commune, en moyenne. Hein. Et ça, c'est le guichet équité. Le guichet équité sur la base d'un ensemble de critères, population, superficie, niveau de pauvreté, dynamisme local, gouvernance locale, et toutes ces choses mises les unes dans les autres permettent que chaque commune ait un droit de tirage pour temps. Alors, vous avez 100 francs CFA, 25 francs, vous avez à élaborer votre plan communal ou alors à l'actualiser selon le niveau d'intervention du PNDP dans la commune. Alors, sur les 25 francs, le plan communal de développement, les études de faisabilité, parce que dans le plan communal, il y a des idées de projets, il faut les maturer. Ensuite, il y a effectivement la rémunération pour les communes qui n'ont pas encore effectivement donc, établi donc, la rémunération totale des agents communaux. Alors, il reste 75% ou alors 75 francs CFA qui vont servir au cofinancement des infrastructures dans différents secteurs suivant le choix, effectivement, de la commune. Pas du maire, mais de la commune. C'est-à-dire la démocratie locale qui permet que le conseil municipal fasse son choix, mais éclairé par les services sectoriels décentralisés, parce que les infrastructures ne se font pas au petit bonheur, et il est question de respecter la stratégie sectorielle, la carte sanitaire, la carte scolaire, qui permet effectivement de dire qu'à tel endroit, on peut faire un centre de santé. Alors, ça me permet quand même de parler de vos sources de financement. Depuis le départ, on va dire la locomotive a été la Banque mondiale. Ensuite, le célèbre contrat des endettements de développement, la remise de la dette au niveau de la France, qui a permis effectivement donc de financer la première phase également, la deuxième phase aux côtés du deuxième crédit IDA et la troisième phase également. Alors, il faut ajouter à cela la coopération financière allemande, la KfW, et nous avons également dans ces fonds délégués de l'Union européenne à la gestion de l'AFD, des subventions qui ont permis la deuxième opération IMO, et également une subvention sur le 11e FED qui permet effectivement aujourd'hui de mener cette étude qui est un préalable à cette
cette autre opération qui va consister effectivement au désenclavement des bassins de production et également au développement des filières agricoles. Donc il y a une étude sur cette ingénierie de planification territoriale en cours qui va déterminer des bassins de production pour ces objectifs-là. Donc, à côté de ça, nous avons reçu un don japonais de la part de la Banque mondiale. Nous avons reçu également une subvention du Fonds mondial pour l'environnement, de la Banque mondiale également. Et on va dire également à tout seigneur, tout honneur, le gouvernement du Cameroun qui finance également à travers les fonds de contrepartie, à travers le budget d'investissement public, le PNDP et les bénéficiaires, à travers le cofinancement. Dans tout ce financement, votre déploiement semble accentué dans 4 régions du Cameroun, la région de l'extrême nord, le nord, la Damawa, de l'est. Les autres régions... Ce n'est pas tout à fait exact. À la faveur d'un financement additionnel dont la mise en vigueur a été signée il y a juste quelques jours, maximum une semaine à 10 jours maximum, à la mise en vigueur de ce financement additionnel. Le financement additionnel signé entre le MINEPAT et entre le gouvernement du Cameroun, à travers le ministre de l'économie, de la planification et la Banque mondiale. Donc cet accord de financement, en réalité, c'est essentiellement du don. Et ce financement additionnel de 48 millions de dollars, sur lesquels 40 millions de dons de dollars et 8 millions de crédits. Ce financement additionnel est une facilité que la Banque mondiale a mis en place et le Cameroun a eu l'insigne honneur d'être le premier servi. Ça permet de vous déployer dans tout le Cameroun ou alors... Pas dans tout le Cameroun. Quelle est la problématique ciblée? C'est celle des réfugiés. Effectivement, le Cameroun, vous savez, le gouvernement du Cameroun a signé une lettre de politique de protection des réfugiés. À la faveur de cette lettre et d'une démarche intégrée par rapport à ce financement, sur lequel nous sommes 4 projets pour subvenir à adresser la question des réfugiés. Et ces réfugiés, aujourd'hui, parce que les réfugiés, les Nations Unies disent que c'est des expatriés. Fallait-il pas penser à un projet global qui aurait pu intégrer les déplacés internes? Parce qu'à l'heure actuelle, si vous venez dans les régions du centre, la région du littoral, les régions de l'ouest, vous verrez qu'il y a tellement de personnes déplacées qui sont dans le même besoin que les réfugiés. Madame Ken, le financement, l'aide publique au développement, l'aide, elle n'est pas neutre. Elle avance selon des problématiques, selon les régions. Quand on est dans le Sahel, on n'a pas les mêmes problèmes que dans la région de, je ne sais pas moi, équatoriale. Il y a des problématiques selon lesquelles les financements sont dessinés. Et cette aide-là, parce que c'est essentiellement du don, elle est adressée à la problématique des réfugiés. Okay. Et les déplacés internes ne sont pas des réfugiés. Alors, créé en 2004, le PNDP est censé achever son déploiement en 2020. Est-ce que vous ne pensez pas que ce programme devrait être pérennisé ou alors trouver d'autres moyens pour permettre que, je vais dire, devenir peut-être une entreprise publique du Cameroun? Alors, merci pour cette question parce qu'elle me permet d'expliquer quelque chose, c'est-à-dire que c'est quoi la pérennisation? La pérennisation, peut-être avant de parler de pérennisation, il faut dire que ce financement additionnel nous porte de 2020 à 2022. Quand même. Ben oui. Évidemment, ça concerne effectivement les régions concernées par ce financement. Donc il y a une rallonge qui est là, premièrement. Deuxièmement, en parlant de pérennisation, on parle de quoi? En parlant d'institutionnalisation, on parle de quoi? Et il y a une institutionnalisation ou une pérennisation de fait qui se passe au niveau de la commune. Aujourd'hui, les communes savent planifier, savent actualiser leur plan communal de développement. Annuellement, ils peuvent effectivement donc élaborer leur plan d'investissement annuel. Les communes ont appris à recruter. Ils ont même recruté d'autres profils qui ne sont pas les deux que nous avons identifiés. Et ils ont appris à sécuriser ce personnel. C'est de la pérennisation. Et nous avons également cette circulaire présidentielle signée par le premier magistrat du Cameroun, le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui depuis l'année 2012
édicte à travers la circulaire présidentielle l'élaboration du budget d'investissement et qui édicte en son sein le vivier que représente le plan communal de développement pour l'identification des projets. C'est de la pérennisation. Et également les administrations centrales techniques avec lesquelles nous travaillons. Si je prends le cas de le ministre des Finances, le ministère des Finances, vous allez voir que cette année, le ministre des Finances est engagé, ou alors a engagé ses services, effectivement, à accompagner 150 communes pour éditer leurs comptes, pouvoir les déposer entre juillet et le mois d'août à la Chambre des comptes de la Cour suprême et à la comptabilité publique. C'est également de la pérennisation, cette reprise des résultats du PNDP. Et ça, c'est le travail que nous avons abattu pendant ces années avec le logiciel Simba dans les communes. Et croyez-moi, ce n'était pas facile de mettre les receveurs municipaux au pas de ce logiciel comptable qui assure la transparence. Alors, troisième niveau d'institutionnalisation. On peut imaginer effectivement qu'une entité à durée déterminée puisse effectivement se muer en entité pérenne. C'est envisageable. Mais je veux vous dire effectivement que le gouvernement a mis en place un groupe de travail interministériel qui est présidé par le MINEPAT et qui se planche sur cette question d'institutionnalisation, de pérennisation. Quelle proposition pouvez-vous faire à l'État du Cameroun pour capitaliser le projet du PNDP? Alors, la proposition que je fais, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le cadre réglementaire et législatif, il est élaboré, il est là, la décentralisation aujourd'hui est là de fait. Mais le cadre législatif et réglementaire en lui-même ne crée pas la dynamique de vie citoyenne sur le terrain. Alors, la troisième phase du PNDP, effectivement, en termes d'objectifs, a deux axes essentiels. Celui de stabiliser les finances locales. On y avance avec cet appui du ministère des Finances. Et ce deuxième axe qui est l'engagement citoyen. Qu'est-ce que c'est que l'engagement citoyen? C'est, premièrement, c'est un package, un ensemble d'activités. Premièrement, le guichet performance. Je vous ai parlé tout à l'heure du guichet équité. Cette fois-ci, c'est une compétition, une saine émulation entre les communes. Quelle est la meilleure commune sur la base d'une évaluation à partir d'une grille bien calée? Et cette évaluation, ce n'est pas nous, PNDP, qui la faisons, c'est une équipe technique qui est mise en place dans chacune des régions par le gouverneur, un comité national de sélection qui est mis en place par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et qui prime depuis 3 ans. Nous sommes à la 3e édition, bientôt ce sera la cérémonie, effectivement, de publication des résultats par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. La commune qui se sera démarquée la plus. Absolument. Par la bonne gouvernance, vous voulez dire. La bonne gouvernance, l'appropriation de la dynamique PNDP et la gestion comptable et budgétaire. Voilà les 3 secteurs dans cette évaluation. Ensuite, vous avez le guichet performance décliné au niveau communautaire. Une autre compétition au niveau des villages. Et ça, c'est une opération pilote que nous commençons. Et nous avons trouvé sur le terrain que certaines communes nous ont devancés. C'est vraiment incroyable de voir comment cette dynamique citoyenne se met en place. Alors, il est question également du numéro vert. Le numéro vert qui permet aux citoyens de s'exprimer. On a le centre de santé, mais l'infirmier, il n'est là qu'à 15 heures. Qu'est-ce qu'on fait à 7 heures avec la femme en travail? Nous avons également le contrôle citoyen de l'action publique au sein des communes, c'est-à-dire que les citoyens peuvent apprécier la qualité des services qui leur sont rendus. À côté de ça, les solutions endogènes. Les solutions endogènes sont l'organisation des communautés. Qu'est-ce que nous faisons une fois qu'on a élaboré le plan communal de développement? Quelles sont les premières actions que nous pouvons déjà faire? Et c'est vraiment incroyable de voir ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui avec des communautés qui mettent en place soit des ponceaux qui règlent le problème de la production qui va retrouver la consommation ou alors des pertes en vie humaine parce que quand il y a les grandes eaux, des enfants se perdent ou alors des hommes, des grandes personnes. Donc toutes ces choses sont effectivement l'ingénierie sociale participative et qui donnerait de la perspective, qui donnerait de la substance, qui donnerait un contenu au cadre législatif
et réglementaires. Alors Madame Gare, vous êtes vivez à Yaoundé et vous êtes arrivée à Douala. Vous êtes arrivée à Douala sous la pluie. Vous savez, c'est la saison des pluies. À Douala, il pleut énormément. Et vous allez repartir sous la pluie. Vous n'avez pas eu de crainte quand vous avez vu les grosses averses qui s'abattent dans la ville? Écoutez, je vais vous dire que j'aime bien les saisons de la vie. Je veux dire les saisons des pluies, la saison sèche. Parce que ces choses vous enseignent également que la vie, c'est des saisons. La vie, c'est des saisons. Alors, quand il pleut, bon, vous prenez votre parapluie. Quand il fait chaud, vous... Alors, regardez ce reportage de Yasser Trésor Tanon. Il nous dit ici les craintes des populations de la ville de Douala, puis les fortes pluies qui s'abattent dans la ville. 3 heures de temps après la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala ce lundi, le courant d'eau reste fort dans les rigoles. Ici, à la vallée Saint-Thomas, dans l'arrondissement de Douala 3e, les travaux de construction du drain se poursuivent. Mais les craintes des usagers demeurent avec le retour des pluies. Déjà, c'est vrai, beaucoup de difficultés déjà. Ouais. Quand il pleut déjà, beaucoup de gens ne sortent pas de chez eux. Là, c'est clair. Ouais. Après, quand les gens sortent, tout le monde sort en masse, il y a beaucoup d'embouteillages également. Quand il pleut, généralement, beaucoup de tassements sont obligés de garer. Tu roules à vide, aller-retour, tu ne vois pas beaucoup de gens en bordure de route. Les activités à ciel ouvert sont menacées. Les uns et les autres se débrouillent tant bien que mal. Avec l'état de route, on sort, mais on se bat maintenant comme ça pour avoir un petit truc pour acheter le parapluie. L'état de route ne nous permet pas de travailler librement comme on avait l'habitude de travailler. Parfois même le client propose, même tu es incapable de le porter. Au quartier Bafia, dans l'arrondissement de Douala 2e, nous constatons un foyer potentiel d'inondation. Les constructions anarchiques compromettent les chances des riverains d'échapper aux inondations. De l'incivisme caractérisé, personne ne veut s'exprimer. Pourtant, le malaise est profond. Je propose également ce reportage. Il y a quelques jours, vous aviez été, le PNDP a été au nord à Garoua. Robert Charlie Toc nous a ramené ceci. On regarde et puis on commentera tout de suite après. Il était une fois l'école sous l'arbre. Une réalité encore visible à Koima Magari, dans l'arrondissement de Guidéa. Créée en 1960, l'école publique de cette localité à cycle complet n'existe que sous cet arbre et dans cet abri de fortune. Pas de subvention ou du moins une quelconque aide depuis 50 ans. C'est dans cet environnement des plus déconcertants que se dévouent Bonamalam, 5 enseignants au quotidien. Un maître à la CIL, un maître au C1, un maître au C2, un maître au CM1 au CM2. Nous quittons cette bourgade pour nous rendre dans la localité de Wafango à Garoua 1er. Ici, plus de 3000 âmes y vivent. L'énergie électrique est un luxe pour les populations. Les difficultés sont légion. Dans la nuit, il n'y a pas d'éclairage. Nous vivons dans l'obscurité. Et en plus, les enfants n'arrivent pas à étudier. Et encore, pour écraser nos aliments, il faut un déplacement, aller en ville. Un besoin important en énergie électrique qui n'occulte pas le besoin en eau potable, en quantité et en qualité, pour les élèves et les populations riveraines de l'arrondissement de Pitois. Les élèves étaient obligés d'aller au quartier pour chercher de l'eau. Et comme nous sommes dans la zone sahélienne, en mars et avril, il fait excessivement chaud. Et les élèves sont déshydratés. À 10 heures, s'il n'y a pas l'eau, ils rentrent. La sécheresse aidant, la biodiversité du lac dans l'arrondissement de Lac d'Eau est en perte de vitesse. Le repos biologique transforme les riverains en bûcherons et exploitants de bois de chauffe, d'où la nécessité impérative de reboisement. La rareté des points d'eau, ajoutée à la longue sécheresse, affecte le cheptel bovin, exposé à de multiples maux. La nécessité d'un parc vaccinogène s'impose afin de réduire le taux de mortalité des bêtes. Si on n'a pas ce parc vaccinogène, nos animaux ne seront pas bien entretenus parce qu'il faut un endroit bien aménagé pour contrôler les animaux. Des clichés qui montrent à suffisance que la composante rurale dans la région du Nord, Cameroun, souffre en silence tout en nourrissant le vœu d'une possible amélioration des conditions de vie. Un vœu qui sera exorcisé à travers le volet agro-pastoral du Programme national du développement participatif
Le PNDP, sous le financement du Fonds européen de développement, délégué à l'Agence française de développement. De Wafangou à Pitois, en passant par Lado, Koima Magari et bien d'autres localités, les populations se réjouissent des réalisations. Auparavant, certains élèves ne venaient pas, mais compte tenu donc de ce bâtiment qu'on a construit là, vraiment beaucoup des élèves même qui ne venaient pas auparavant continuent maintenant à revenir à l'école. Avec l'arrivée du forage, on n'a plus non plus besoin d'aller dans les maisons et puis parce qu'ils accusaient généralement un retard. Quand on sonne 10h, ils vont 10h30, certains reviennent vers 11h. Des fouilles pour poteaux électriques, des forages, des points d'eau par-ci, des campagnes de reboisement, des constructions de salles de classe et des parcs vaccinogènes par-là. Autant de besoins prioritaires mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations et des animaux dans cette région. Ensemble, on essaye de discuter avec eux pour leur permettre d'extérioriser leurs besoins. On les accompagne à ressortir leurs besoins et on leur demande de prioriser leurs besoins. Autant de projets réalisés avec l'appui des partenaires techniques et financiers qui viendront développer l'économie locale, diminuer les phénomènes de vandalisme et d'insécurité, améliorer le cadre de vie des populations riveraines et des élèves, réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation de la forêt. Sûrement, quand on est à la tête d'un projet comme celui-là, d'un programme aussi vaste que celui-là, on a sûrement quelques difficultés. Je m'en voudrais de ne pas vous demander quelles sont les difficultés ou les obstacles qui peuvent empêcher le bon fonctionnement de votre projet, de ce programme du PNDP. Ou alors, ce serait curieux quand même qu'il n'y en ait pas. Est-ce que vous avez des blocages au niveau des communes ou au niveau de la réalisation, au niveau de la mise en place de ce qui pourrait contribuer au bon fonctionnement? Oui, c'est sûr. Hein, à toute organisation, parfois il y a des difficultés inhérentes. La première difficulté, par exemple, c'est, je t'ai parlé tout à l'heure du cofinancement. Il faut que les communes puissent effectivement donner leur contribution pour qu'on puisse avancer dans la mise en œuvre du financement des infrastructures. C'est de 0 à 15% en fonction de la nature du micro-projet, comme on les appelle, 0 à 15%. Éducation, généralement, c'est 0%, mais après, on a de 0 à 15%. Donc maximum 15%. Donc voilà, on a des difficultés parfois dans certaines régions, dans certaines communes, de mobiliser cette contrepartie. Quelles difficultés encore on a? Vous savez, il y a une foultitude d'acteurs, passation de marché. Alors parfois c'est des marchés infructueux, parfois on a pris la première avance et l'éducateur, on ne le retrouve plus. On a aussi parfois des malfaçons, on a... Il y a quelques difficultés parfois qu'on rencontre. Si je me limitais aux difficultés, la difficulté pour les communes de donner leur participation, comment est-ce que vous en venez à résoudre cette situation? Est-ce que c'est les difficultés financières ou alors c'est un problème de volonté? Je pense que c'est des difficultés, j'allais dire financières, parce que quand un maire sait qu'effectivement le choix a été fait pour telle infrastructure, normalement la chose qui suit c'est de mettre en place effectivement tout le processus pour que effectivement la grosse partie du financement soit mobilisée par le programme. Donc on a une conjoncture qui est là, qui est un tout petit peu difficile, mais je pense que généralement on remonte la pente. Bon, donc il y a donc à mettre en œuvre donc tous ces acteurs ensemble, donc on a parfois quelques difficultés comme celle-là, quoi. Mais sinon, on a avancé, on est à la 3e phase. Alors dans le jargon de la Banque mondiale, on parle d'une revue à mi-parcours. Vous avez été visité. Quel est votre sentiment après ce passage? Non, la revue à mi-parcours du PNDP 3, c'était du 6 juin au 21. Le 6. C'est un examen? Je ne le prends pas comme ça, après avoir passé l'exercice d'autres fois déjà. Donc, c'est une remise à plat de ce qui a été fait pour voir est-ce qu'il y a des réglages qu'il faut revoir pour mieux avancer. C'est un temps d'arrêt, c'est un rituel classique. On s'arrête et on voit où est-ce qu'on en est pour mieux repartir, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est aussi l'occasion du dialogue pour régler
régler effectivement des points d'attention qui étaient là, pas forcément du côté du bailleur, mais même de notre côté, quand on trouve que on a besoin d'avoir un compte intermédiaire entre la commune et le programme pour mieux gérer la trésorerie. C'est le moment d'en parler et de voir les issues et les sorties. Après ce temps d'arrêt et cette rallonge qui vous ramènera jusqu'en 2022, qu'est-ce qui va changer dans le PNDP? Alors, nous avons convenu d'une rencontre en octobre, parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'un groupe de travail interministériel qui réfléchit sur la question de la pérennisation. Et 2 études sont sous-tendues à cette réflexion. Et je pense que d'ici le mois d'octobre, ces études seront achevées de manière à ce qu'on ait un regard plus fluide en rapport avec les résultats de cette étude. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans un terrain où on ne sait pas d'où on vient, où on va. Il est question aujourd'hui d'une ingénierie citoyenne, participative et de transformation, de structuration des hommes et du milieu pour donner un contenu à la décentralisation. Il est véritablement question de poursuivre ces opérations d'engagement citoyen que nous avons commencées, qui permettraient également donc que notre décentralisation, notre développement local ait véritablement une perspective, un contenu, un substrat sur le terrain. Et je pense que nous sommes engagés sur une bonne voie en rapport avec les résultats que nous voyons sur le terrain, l'adhésion des communes à la proposition, effectivement. Peut-être pour finir, est-ce que vous ressentez vraiment l'adhésion des communes? Absolument. Quand vous avez pour le guichet performance une adhésion à plus de 95%, c'est-à-dire que toutes les communes dans une région, le maire vient s'asseoir avec son équipe, c'est-à-dire ses adjoints, son secrétaire général, le receveur municipal, les agents, ils sont là et vous prenez la grille d'évaluation. Monsieur, vous avez tenu le conseil, monsieur le maire, le conseil municipal, vous l'avez tenu, oui. À date, nous avons tenu, vous l'avez fait valider par l'autorité, oui. Et puis le papier est là pour justifier. Vous l'avez déposé, oui. Vous avez les points, vous n'avez pas. Alors moi, j'ai vu une mobilisation plus de 95%, à 100% dans certaines régions d'ailleurs. J'ai vu même une lettre d'un gouverneur. J'ai vu une lettre d'un gouverneur qui demandait effectivement aux différents préfets de faire en sorte que, effectivement, les communes s'impliquent dans la mise en œuvre de ce guichet performance. C'est des choses que nous voyons sur le terrain et qui sont là et qui sont la troisième une réalité. édition aura lieu quand? Je pense qu'on a la semaine prochaine un atelier de consolidation des résultats qui sont arrivés de toutes les régions. Donc, on va sortir de là avec un rapport, le comité national de sélection, présidé par une personnalité de la société civile, le ministre Aboua Machoui, qui préside donc ce comité qui a été mis en place par le ministre de l'économie. Et ensuite, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire va se donner effectivement donc le plaisir et le devoir de publier ses résultats. Pour finir, s'il vous était demandé de faire le point, vous êtes satisfaite, après 14 années à la tête du PNDP, des résultats? Oui, je vais dire oui, parce que ça n'a pas été de la routine. Surtout. Oui, ça n'a pas été de la routine. Ça n'a pas été de la routine parce que chaque phase, nous avons fonctionné comme dans un laboratoire et chaque phase est véritablement absolument unique. Et il y a un ensemble de résultats et un ensemble de meilleures pratiques qui sont aujourd'hui reprises peu ou prou par les communes et qui apportent un changement dans le mindset et qui fait que on a le sentiment qu'il y a quelques lignes qui ont bougé. Et ça, non, on peut dire que... sentiment du devoir accompli. On a le sentiment d'avoir participé quelque part à asseoir le développement local. Je vais vous dire, madame, il n'y a aucun pays riche, aucun pays nanti qui ne soit décentralisé. Le niveau de décentralisation, c'est une autre question, mais tous les pays nantis, regardez avec moi, sont décentralisés. Donc, quelque part, le développement local, la décentralisation, sont quelque part le chemin de l'émergence. Et l'émergence locale ne peut pas être, ne peut pas être au rendez-vous. Hein? L'émergence locale, forcément, doit être au rendez-vous de l'émergence du Cameroun. Madeleine Ga, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame.
Je vous donne rendez-vous. C'est donc la fin de cette édition de l'actualité en rétrospective. Je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Je dis merci également aux téléspectateurs qui nous regardent de bout en bout tous les dimanches. Merci également aux techniciens de l'autre côté de l'écran. Je vous retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir sur Canal 2 International et surtout, s'il plaît à Dieu, excellente suite des programmes.